Bonjour et bienvenue dans le garage. Dans la vie, il y a deux catégories de bricoleurs, ceux qui ne savent pas que ces outils existent et ceux qui ne peuvent pas s'en passer. Ça, ce sont deux des 5 outils que je vais vous présenter dans cette vidéo. Parmi eux, il y en a que vous connaissez sûrement et il y en a peut-être aussi certains dont vous n'avez jamais entendu parler. Le point commun de ces 5 outils, c'est qu'ils proviennent du site banggood.fr, un site de vente en ligne qui propose de tout, un petit peu comme Amazon, sauf que c'est pas américain, c'est chinois, il me semble. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 5 outils chinois pas chers et je vais découvrir avec vous ce qu'ils valent. Avant de commencer, en général, je ne donne pas les prix des outils que je teste parce que ça ne veut rien dire. Les prix bougent beaucoup en fonction des périodes et des promos. Mais je vais faire une exception cette fois-ci parce que j'ai réussi à négocier les prix pour vous. Et quand je dis vous, c'est tout le monde en fait. Le prix est réduit directement sur le site banggood.fr. Il n'y a pas de code de réduction à appliquer. Je vais donc vous donner les prix pendant la présentation des outils. Mais attention, ils sont valables jusqu'à fin février. Après, ça ne va pas rester comme ça, donc forcément, ça va augmenter. Allez, on commence par le premier outil, c'est cette équerre, un peu particulière. Vous allez voir qu'elle est multifonction. Elle coûte moins de 12 €. Vous pourrez trouver le lien dans la description de la vidéo, si elle vous intéresse, bien entendu. Cet outil-là, il a plusieurs fonctions, et la première fonction, vous l'avez deviné facilement, c'est une équerre. Cet outil, il est livré dans cet écrin, qui n'est pas super. On a du plastique dans lequel on a des pièces en acier, un autre plastique dans lequel on a ce plastique et l'équerre, et tout ça c'est livré dans un plastique. Bref, ça fait beaucoup trop de plastique pour moi. Mais avant de vous expliquer à quoi servent tous ces accessoires, on va d'abord vérifier si cette équerre, elle est d'équerre. Donc pour ça, je vais prendre une équerre que je sais d'équerre, et je vais placer dessus ma petite équerre, et je vais voir si de la lumière passe ici une fois que je l'aurai plaqué. Je vais essayer de vous filmer ça, ça risque de pas être simple. Donc d'abord, je la mets en place. Et là, pour moi, c'est bon. Je me suis placé pile en face et on n'a pas de faisceau de lumière qui passe ici. Donc l'équerre est d'équerre, ça c'est bien. Une équerre de menuisier, c'est important qu'elle soit juste. Et le meilleur moyen pour le vérifier, c'est d'utiliser un bout de bois. L'important sur ce bout de bois, c'est que cette face-là soit bien plane. Et vous allez y plaquer votre équerre comme ça. Et vous allez ensuite tracer un trait. Ensuite, vous allez retourner votre équerre dans l'autre sens et vous allez encore tracer un trait à côté du premier. Je vais essayer de ne pas passer devant pour rien vous cacher. Et vous retracez. Si vos deux traits sont parallèles, c'est que votre équerre est juste. Le problème avec cette équerre, c'est qu'elle n'a pas de talon, elle est plate. Donc c'est pas forcément évident de la plaquer contre le bord et d'être juste. Cette équerre-là, elle n'est pas faite pour mesurer l'équerrage comme ça, mais plutôt comme ça. Et bien, on va changer ça. Pour ça, je vais utiliser ces deux bagues et ces deux vis. Il faut monter les bagues sur les vis comme ceci, et on les monte comme ça sur l'équerre. Les bagues peuvent tourner autour des vis. Et maintenant, on va pouvoir se mettre en appui comme ceci. Donc, je reprends mon stylo et je refais mon tracé. Donc là, c'est moins pratique parce qu'il va falloir ensuite enlever les vis et les tourner. Alors dans un cas pratique, on n'a pas besoin de retourner les galets pour pouvoir mesurer un angle. Là, c'est juste pour pouvoir prendre la mesure des deux côtés de l'équerre. Voilà. Donc, je retourne l'équerre. Je trace. Et encore une fois, mes traits sont parallèles. Donc l'équerre est juste. Donc l'équerre équipée de ces galets, elle reste toujours d'équerre et ça aussi c'est bien. Alors bien entendu, on peut aussi monter les galets comme ceci pour pouvoir prendre une mesure d'équerre comme ça. Mais ça n'a pas vraiment d'intérêt. L'intérêt dans ce mode-là, il est tout autre. En fait, en mettant les galets sur la partie la plus longue de l'équerre, on la transforme en un outil à centrer. Si je mets une pièce de bois que j'ai placée ici dans mon étau et que je me place avec les galets de chaque côté ici, c'est de la géométrie. Dans le trou ici, j'ai le centre de ma pièce. Donc c'est un outil à trouver le centre. Et ça c'est super bien, c'est pour ça que j'ai acheté cet outil. En plus, je ne le savais pas, je ne m'étais pas rendu compte, mais étant donné que les galets ils tournent ici, on va pouvoir faire coulisser le centreur comme ceci. Et c'est là qu'interviennent les accessoires. Vous avez des accessoires comme ceci qui viennent se monter sur le centreur. Donc il faut les visser comme ça.
Et là, vous avez la possibilité soit directement de percer au centre de votre pièce, soit d'y passer un crayon. Donc évidemment, il faut utiliser la pièce avec le bon trou. Et oui, parce que vous avez 7 embouts avec des trous de 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 mm. Donc vous pouvez directement percer dans les mesures les plus courantes, ou alors trouver l'embout qui va bien pour votre crayon. Celui-là pour moi. Et tracer directement au centre. Donc on pourrait penser que cet outil est un gadget, mais en fait non, il est vraiment très pratique. Il est fait en aluminium, les bagues sont en acier, ici aussi. Et vous avez ici une règle de 10 cm, qui est inutile à mon sens, mais bon, elle est là, je ne vais pas l'enlever. Donc ça, c'est un outil qu'on peut faire soi-même, mais pour ça, il faut être précis. Hein. C'est le genre de produit, moi, que je préfère acheter. J'ai essayé un jour d'en faire un, et ça a foiré, parce que pour faire un outil précis, il faut être précis. Et oui, parce que pour que votre outil soit précis, il faut que le trou au milieu soit exactement au milieu des deux autres. Donc à vous de voir si vous aurez l'utilité de ce genre de gadget / outil, à vous de juger. Pour ma part, je l'ai adopté. L'outil suivant, il va vous servir si vous avez une défonceuse. Je vous laisse le temps de la réflexion. À quoi ça peut bien servir ce truc-là? Eh bien tout simplement à entretenir vos fraises. Si vous avez des fraises à roulement, cet outil, il va vous servir tout simplement à vous faciliter le démontage du roulement. Pour pouvoir démonter et nettoyer ce roulement, il va falloir utiliser une clé Allen pour enlever la vis qui se trouve dessus. Et là, vous commencez à comprendre les difficultés. Si j'essaye de dévisser, il faut que je puisse maintenir la fraise correctement. Et il n'est pas question, par exemple, de serrer l'arbre avec une pince parce qu'on risque de l'abîmer. La solution, elle est là. Vous avez ici, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez à l'intérieur, mais il y a des roulements. Sauf que ces roulements, ils ont la particularité de tourner que dans un sens. Il y en a de différentes tailles. Les tailles de queue standard, donc 12 mm, 10 mm, 8 mm, 6 mm pour le métrique. Et vous avez le quart et le demi-pouce ici pour l'impérial. Donc ici, j'ai une fraise de 8. Je vais pouvoir la placer à l'intérieur du trou de 8. Ça rentre juste. Et là, je vais pouvoir tourner la fraise dans un sens, mais pas dans l'autre. Je peux tourner dans le sens des flèches qui sont là, et c'est tout. Donc juste comme ça, mais pas comme ça. À partir de là, il est très simple de démonter l'outil. Sauf qu'il faut le mettre dans le bon sens, donc plutôt comme ça. Voilà. Ici, je peux démonter ma vis sans problème. Je peux à la fois nettoyer mon roulement, mais aussi dégraisser et nettoyer ma fraise. Ça aussi, ça fait partie de l'entretien courant. Et pour le remontage, eh ben, j'ai qu'à retourner l'outil, replacer la fraise dedans. Maintenant, je remets mon roulement, je remets la vis. Et cette fois-ci, la rotation, elle sera bloquée dans le sens du vissage. Donc, je vais pouvoir remonter tranquillement ma fraise après nettoyage ou après affûtage. Et là, je n'ai pas abîmé mon arbre de fraises. Sans cet outil, c'est plutôt compliqué de faire l'entretien des fraises. Donc déjà qu'on a tendance à pas trop entretenir ses lames, bah avec ça, vous n'avez plus d'excuses, vous pouvez le faire. Donc cet outil-là, lui aussi peut paraître être un gadget, mais en fait non, c'est bel et bien un outil, et c'est un outil qui va être pour moi indispensable. Le corps de l'outil est en aluminium anodisé. Vous avez ici des vis pour pouvoir maintenir les bagues et vous pouvez les changer le cas échéant si vous avez besoin. Et vous avez aussi la possibilité, si vous voulez, de fixer l'outil ici avec des vis à tête fraisée. Mais franchement, je ne vois pas l'intérêt, puisque pour l'utiliser, il faut l'utiliser d'abord dans un sens, puis dans l'autre. Donc ces trous, ils servent à rien. Je vais ranger cet outil avec mes fraises, comme ça je le verrai et ça m'incitera peut-être à faire la maintenance plus souvent. Je vais d'ailleurs certainement vous faire une vidéo à ce sujet. Le prochain outil que je vais vous présenter, il est livré dans cet écrin-là, encore une cochonnerie de plastique. C'est une scie à chantourner, plutôt jolie d'ailleurs, qui est une copie d'une marque bien connue et qui est livrée avec un boisseau de lame. Donc là, je ne sais pas combien il y en a, peut-être une dizaine. Vous avez aussi une petite clé Allen, mais globalement, vous n'allez pas en avoir besoin.
Donc, ce type de scie est utile dans des cas précis, notamment du chantournage ou par exemple pour les découpes de queue d'aronde. Ceux qui ont vu la série de vidéos où je fabrique une boîte avec des outils à main, vous avez vu peut-être que j'ai utilisé une scie de ce genre-là. Ça, c'est la scie que j'utilisais. C'était une scie soi-disant de qualité, fabriquée en Suisse. Le problème qu'elle a, c'est qu'elle est relativement souple, parce qu'on a juste un point de serrage ici, et finalement, c'était pas simple de tendre la lame correctement. Vous pouvez le voir, hein, les lames, elles sont extrêmement fines, et elles se fixent visser ici et ici. C'est pas forcément simple de pousser ici et de visser en même temps pour tendre la lame ici. Et à l'usage, cette scie-là, elle n'avait jamais la lame assez tendue, donc la coupe n'était pas très précise. Il y a pas mal de différences entre ces deux modèles de scie. La première différence, c'est la poignée ici, qui est plus grosse par rapport à celle-là. Et moi, avec mes grosses mains, je suis plus à l'aise avec une poignée plus grosse. Mais ça, c'est un détail. Le plus important, il est d'abord ici. Ici, vous avez une structure qui est à la fois légère et rigide. Alors qu'ici, vous avez quelque chose de bien moins rigide parce que vous avez un point d'appui ici qui tient qu'avec une seule vis et donc qui a tendance à bouger un peu comme ça, ce qui fait que la rigidité, elle n'est pas top. Cette scie, elle a par contre un avantage par rapport à celle-là, c'est la profondeur de coupe ici, c'est-à-dire quelle est la distance entre la lame et le point ici, ce qui fait qu'on va pouvoir aller scier assez loin dans la matière. Ici, la distance est de 8 cm. Et là, on doit être à 10. Sur ce modèle, on a des vis type molette. Ici aussi, sauf que celles-ci, elles sont plus grosses et elles sont bien plus pratiques. Donc, vous avez une vis ici qui va permettre de fixer la lame de ce côté-là. Une vis ici, bien sûr, pour fixer la lame de l'autre côté, comme ceci. Et vous avez encore une vis ici pour régler la tension. Là, vous n'en avez pas. Et en plus, vous avez un excentrique ici qui va permettre de tendre la lame facilement. Alors qu'ici, comme je le disais tout à l'heure, il faut juste déplacer ceci pour pouvoir tendre la lame. Et la tension ici, elle n'est jamais terrible. Donc en théorie, cette lame-ci, elle a bien plus d'atouts que ma lame actuelle. Je vais quand même la tester pour voir ce qu'elle vaut. Alors j'ai mis une pièce de bois dans la presse ici et je vais dire que je veux enlever ceci. Voilà. Je vais essayer de suivre le trait. J'ai tendu ma lame, j'ai tendance en général à ne pas les laisser tendues ces lames parce que ça les fatigue, c'est comme une scie à ruban. Et contrairement à mes habitudes, je ne vais pas scier à côté du trait et ensuite rattraper au ciseau, parce que déjà là mon trait il n'est pas droit. Mais je vais scier sur le trait pour voir si je suis assez précis avec cette scie. Je commence par me mettre en position comme ça. Et c'est parti. Bon c'est impeccable, je suis sur le trait, c'est à peu près droit. Voilà, donc l'avantage c'est que vous voyez, on est très précis avec une scie comme ceci. Je remets la pièce de bois pour que vous vous rendiez compte que j'ai enlevé très peu de matière en fait, puisque la lame est très fine. Et j'ai assez facilement réussi à être à la même hauteur ici et là, donc c'est pas forcément facile à voir. Et c'est pas très juste d'ailleurs, puisque j'ai coupé quand même un petit peu de travers. Mais là le problème il vient pas de la scie, il vient de moi. Donc je valide cette scie sans problème, elle est bien mieux que celle-là. Pourtant celle-là je l'ai payée plus cher, mais c'est pas le sujet, c'est pas le prix qui fait la qualité. Donc cette scie, elle utilise des lames standards de 130 mm bien évidemment. Attention toutefois, il existe des scies à chantourner comme ça, où on peut tourner la lame d'un quart de tour. Celle-ci, on peut pas. Par contre, elle est livrée avec des lames de scie rondes. C'est pas forcément facile à filmer ça, mais vous voyez ça c'est une lame de scie standard. Les dents, elles sont de ce côté-là de la lame, alors que là, on a une lame de scie ronde, et les dents, elles sont cylindriques, elles font tout le tour de la lame. Donc cette lame-ci, la coupe, elle est sur cet axe-là, tandis que cette lame-là, la coupe, elle est tout autour de la lame. Ce qui est idéal pour chantourner, évidemment. Donc cette lame de scie droite, elle n'est pas livrée avec la scie que je vous présente. Par contre, celle-ci, oui. Je ne sais pas si j'ai été très clair sur le système de fixation et de tension de la lame. Donc on a une molette ici pour fixer la lame là, bien entendu, ça je l'ai dit.
une molette ici pour fixer la lame de ce côté-là. Mais surtout, ici, on a donc un excentrique ici qui va permettre de tendre ou détendre la lame. Donc là, je vais la détendre. Vous voyez, cette pièce, elle est partie par là. Et là, je vais retendre pour que vous voyez bien. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que j'ai ici une molette qui est très pratique pour ajuster la tension. Et ça, c'est un vrai avantage par rapport à cette scie-là qui n'a juste qu'une molette ici. Parce qu'en fait, à l'usage, si vous ne changez pas la lame, ben vous avez juste à tendre la lame pour l'utiliser et à la détendre pour stocker la scie et elle sera prête à servir, déjà réglée pour la prochaine fois. Ça, c'est vachement bien. Bon, par contre, je n'ai pas l'information du nombre de dents des lames qui sont fournies. Ça joue un petit peu, vous voyez, ici j'ai par exemple un échantillon de lames Pégase. Donc ici on a des numéros 3, des numéros 5, des numéros 7. Ça m'arrange d'avoir cette pochette parce que ça me permet de vous montrer peut-être plus clairement les lames rondes, à quoi ça ressemble. Vous voyez, les dents, il y en a de partout. Alors que des lames droites ici, il y a des dents que d'un côté. C'est des lames de scie classiques. Dans ce carton, on a un gabarit pour monter les charnières invisibles. Les charnières invisibles, vous en avez tous vu. C'est ce genre de charnière-là. Et ce gabarit va beaucoup nous aider pour percer les trous exactement aux bons endroits. Donc on a un système de gabarit qui est équipé d'une pince, un peu de quincaillerie, une mèche à façonner et quelques accessoires. Pour ce gabarit, le prix n'est pas réduit directement sur le site web. Je ne sais pas pourquoi, on m'a simplement dit que ce n'était pas possible. En revanche, vous avez un code de réduction qui se trouve dans la description de la vidéo, juste à côté du lien des 5 outils. Par contre, attention, il fonctionnera que pour les 30 premiers à l'utiliser. Le prix sera alors réduit à 37,19 €. Ouais, c'est précis. Alors, de ce côté-là du gabarit, on a des cales qui vont nous servir à le positionner précisément, une pince évidemment pour le maintenir. Et de l'autre côté, on a un ensemble de trous ici qui va permettre, en plaçant les cales dedans, de décaler le gabarit de quelques millimètres pour pouvoir par exemple poser une porte en façade mais décalée. Alors, je m'explique, ça c'est la notice des charnières. Ces charnières, elles sont prévues pour que la porte soit posée devant le caisson. Il existe aussi des charnières qui permettent que la porte soit dans le caisson et pas devant. Mais attention, ces charnières se ressemblent mais ce n'est pas du tout les mêmes. Et il existe aussi la possibilité de placer 2 portes de chaque côté d'un montant central. Donc ça ressemble à ce modèle-là, mais par contre, il faut décaler la porte de quelques millimètres. Et bien, avec ce gabarit, c'est faisable. Il suffit de décaler le gabarit. Ici, on voit qu'on a un décalage de 6 mm. On peut descendre à 3 mm. Tout simplement en positionnant les cales ici, dans les bons trous. Donc, si je reprends ma notice, je vois qu'il me faut des trous de 35 mm. Et que je sois à 21 mm et demi du bord. Donc ça, c'est pour la porte. Et pour à l'intérieur du montant, je dois être à 37 mm du bord et je dois avoir 32 mm entre les trous qui vont servir à placer les vis pour ensuite positionner cette pièce-là. J'espère que je suis clair. Si je ne suis pas clair, il y a un schéma là. Alors je suis désolé, la notice est en mauvais état, mais vous voyez, le trou doit être 37 mm du bord du montant, et il doit y avoir 32 mm entre les deux trous ici. Évidemment, les deux trous doivent être verticaux et parallèles à la paroi ici, et ça le gabarit aussi, il va le faire, sans qu'on ait besoin de s'en préoccuper. Et si je regarde mon gabarit, je retrouve ici des codes qu'on connaît. Ici, 37 mm, donc il va falloir que je mette mes cales ici, dans ces trous-là. Et on a aussi la possibilité de placer le trou à 68 mm du bord. C'est pas obligatoire, mais ça va nous faciliter la vie. Imaginez que cette pièce-là, ce soit la porte. On va se caler à partir de là. On va percer à 68 mm ici. Et imaginez que maintenant, ce truc-là, c'est le montant du placard. On va aussi partir du même bord et toujours percer à 68 mm. Donc les trous de la porte et des montants seront bien alignés. Sans mesurer, et ça, j'aime bien. Vous voyez, ici, on a 2 cales et ici, on n'en a qu'une. Ça, c'est juste pour le transport. Il va falloir enlever, par exemple, cette cale-ci et la placer ici. Alors, je ne sais pas si c'est clair, mais la cale qui était là, je l'ai mise là. Et la cale qui se trouve ici, hop, je la mets dans le dernier trou aussi, car c'est ce trou-là qui me dit qu'à cette position, je serai à 37 mm. Et maintenant, je retourne mon gabarit, j'ai relevé la sauterelle et je peux facilement placer, par exemple, ma porte ici, en la mettant en appui à la fois sur les cales ici et là, et ici aussi. Donc je referme ma sauterelle, et voilà.
Auparavant, bien entendu, j'ai dû régler la sauterelle avec cet écrou et cet écrou pour pouvoir régler l'écartement en fonction de l'épaisseur de ma porte ou de mon montant. Ça, c'est indispensable. Et pour ça, il faut utiliser ces deux clés qui sont fournies. Maintenant que mon gabarit est monté dans ce que j'imagine être ma porte, je vais pouvoir monter cet élément-là. Donc cet élément-là, il va lui falloir un trou de 35 mm. Et pour ça, on va utiliser la fraise à façonner qui est fournie et cet élément-là qui va venir se monter dans le gabarit. Donc, ça se monte tout simplement comme ceci. Et pour monter la fraise dans cet accessoire, il suffit de l'enfiler dedans, comme ça. Donc là, il n'y a pas de jeu, c'est pas mal. Et ça tourne très très bien parce qu'à l'intérieur, ici, on a un roulement. Donc ça, c'est pas mal. Ça permet d'être précis et durable. Voilà, donc ça se monte comme ça, comme je disais. Maintenant, on va régler la profondeur de perçage. Pour ça, c'est très simple. Je mets d'abord cette bague en laiton qui va me permettre de protéger le gabarit. Et je vais monter ensuite cette bague, qui est une bague d'arrêt, que je vais pouvoir positionner à la hauteur que je veux en serrant la vis ici. Et donc, le but du jeu, c'est de mettre 12 mm ici. Donc pour ça, comme d'habitude, j'aime pas mesurer. J'ai trouvé un bout de bois qui fait 12. Je le mets comme ça. Et j'ai plus qu'à visser ma bague en position. Voilà, maintenant mon débattement ici, il est de 12 mm par rapport à la surface du bois ici, puisque j'avais mis ma fraise à façonner en contact avec le bois. Voilà, j'ai plus qu'à sécuriser ma porte avec un serre-joint pour me faciliter la vie et me mettre en sécurité. Je monte cette partie-là du gabarit directement sur la visseuse et j'ai plus qu'à me mettre en place comme ça. Et c'est parti. Ah bah j'ai plus de batterie. Vous avez vu, les copeaux, ils s'évacuent bien là. Parce qu'on a une belle ouverture ici. Souvent les gabarits comme ça, il y a des bourrages. Donc je change la batterie et je continue. C'est important de passer un coup d'aspirateur ici, parce que si j'enlève pas la sciure, cet accessoire du gabarit, il ne va pas se positionner à la bonne hauteur et mon trou là-bas, il ne sera pas assez profond. Donc, je me replace. Évidemment, je vais percer exactement au même endroit que tout à l'heure. Et à la bonne profondeur. Voilà, on a une coupe nickel, bien placée, à 68 mm du bord ici, à 37 mm du bord ici. Je parle par rapport au centre, bien entendu, et à la bonne profondeur. Donc la charnière, elle va pouvoir s'enfiler là-dedans, et il va falloir maintenant percer les trous ici et là. Et là, curieusement, la notice ne me dit pas à quelle distance sont les trous. Donc c'est pas grave, j'ai un gabarit qui est aux normes standards, il y en a plusieurs ici, vous voyez. On a plusieurs positionnements avec, je l'ai mis à l'envers pour vous, plutôt comme ça, avec donc plusieurs écartements. Ici, on a 45 mm d'écartement, on a des trous ici pour 52, derrière 48 et ici 32 mm. Donc pour savoir quelle position je dois utiliser, je retourne mon gabarit et je compare tout simplement. Donc manifestement, ça serait la deuxième position ici. Voilà. Donc on est sur 52 mm. Donc je vais placer ces petites bagues ici, sur 52 mm. Pardon, je mets mes doigts devant. Donc ces deux bagues correspondent à l'écartement des trous de ma charnière. Ma charnière, elle va venir s'enfiler comme ceci. Donc les trous sont plutôt vers le haut là. Donc il faut que je mette mon gabarit comme ça. Maintenant, je vais utiliser cette mèche de 2 mm pour faire des avant-trous, pour positionner mes vis. Donc cette mèche, elle va s'enfiler dans les petites bagues ici. Donc ça va permettre de faire le trou au bon endroit, bien entendu. Alors attention, une fraise de 2 mm, ça ne rentre pas dans tous les membranes perceuses. Certains n'acceptent qu'à partir de 3 mm. Alors là, par contre, il n'y a pas d'arrêt, il ne faut pas percer trop profond. Voilà. Juste un peu pour positionner les vis, ça suffira. Et j'en ai fini pour cette partie. Je vais maintenant pouvoir positionner ma charnière et la visser tout simplement en utilisant les trous pour positionner les vis. Et voilà, ma charnière est positionnée correctement.
Je vais maintenant utiliser ce bout de bois pour simuler le montant sur lequel je vais monter cette pièce-là. Dans ce sens-là. Et oui, il faut faire attention sur ce type de charnière. Vous voyez, la flèche, là, elle se met vers l'extérieur du montant. Donc, comme ceci. Je vais donc, encore une fois, utiliser ce gabarit pour percer de ce côté-ci. Mais attention, on l'a réglé pour pouvoir percer correctement sur la porte. Donc, dans ce sens-là. Maintenant, il va falloir que je retourne mon gabarit pour pouvoir percer de ce côté-là. Et donc, la cale que j'ai mise de ce côté-ci, je vais l'enlever pour la mettre de l'autre côté. Cette cale, c'est celle qui a servi à percer ce trou-là à 68 mm par rapport au bord, donc par rapport au bas de la porte ici. Donc je vais utiliser le même repère pour pouvoir me caler à partir d'ici et pour que mon montant et ma porte soient parfaitement alignés ici, tout simplement. Et quand je monterai une deuxième charnière, dans le cas hypothétique où ça c'est une vraie porte, ce qui n'est pas le cas, eh ben, je ferai la même chose. Je me calerai sur le haut de la porte et aussi sur le haut de mon montant pour pouvoir monter ma charnière exactement au bon endroit ici. Franchement, il est bien pensé ce gabarit. Donc si je reprends mon hypothétique porte qui va ici, il faut que je monte mon gabarit comme ça. Hop, mon gabarit est en place. Je vais pouvoir fixer rapidement avec un serre-joint mon bout de bois et je reprends ma notice. Il faut que je sois à 37 mm du bord et que j'ai un espacement entre les vis de 32 mm. Donc sur cette partie du gabarit, j'ai rien à faire. Je suis déjà configuré pour percer à 37 mm par rapport au bord ici. J'ai juste à utiliser cette partie-là du gabarit pour percer à 32 mm. Et 32 mm, vous voyez, c'est là. Donc je vais maintenant percer pour savoir où placer mes vis, comme tout à l'heure. Juste un petit peu. Voilà. Ah, je suis désolé, je n'ai pas déclenché la caméra. Je vous explique ce que je viens de faire. Ici, je dois percer à 5 mm d'après la documentation. Pourquoi? Parce que sur ce modèle de charnière, vous voyez, on a ce truc en plastique ici qui va servir de cheville. Et quand on va descendre les vis pour pouvoir visser là, les bouts de plastique vont s'écarter et vont venir serrer dans le bois. Donc il ne suffit pas d'enfiler une vis, il faut que le plastique ait la place aussi de passer. Je n'ai plus qu'à mettre en place ma charnière et c'est fini. Ah, il faut un peu plus de couple. Voilà, il n'y a plus qu'à assembler les deux moitiés de la charnière et c'est fini. Voilà ce que ça donne. Donc, notre porte peut s'ouvrir, peut se fermer. Ici, on est à fleur, c'est nickel, bien entendu, puisqu'on a percé au bon endroit. Là, vous pouvez voir que je ne me suis pas embêté, j'ai traversé le bois parce que c'est qu'une démo. Évidemment, dans une paroi, vous n'allez pas faire ça pour le montage de votre charnière. Et ici, il y a un petit écart de 2 mm qui n'est pas gênant pour moi parce que ça permet à la porte de bien se positionner. L'avantage de ces charnières, c'est qu'on peut régler l'ajustement. On peut régler l'avancée et la reculer. On peut aussi régler la hauteur et aussi régler l'écart entre la porte et la paroi avec ces vis-là et ces vis-là. Mais là, pour le coup, c'est pas la peine. Grâce au gabarit, on est précis et on gagne du temps. Donc avant, pour monter les charnières, j'utilisais ce gabarit-là. C'est un gabarit de la marque Wolfcraft qui fait le job, mais qui n'est pas très pratique, honnêtement. Et puis quand on a goûté à ça, c'est le jour et la nuit quand même. L'avantage de ce gabarit, c'est qu'on est quand même beaucoup plus précis, c'est plus rapide et c'est plus facile. Alors pour être tout à fait honnête, pour monter des charnières de ce type-là, si vous en avez 2 paires à monter par an, le gabarit n'est pas indispensable. Mais il faut être minutieux dans les mesures pour pouvoir bien repérer où placer ses trous, que ce soit pour les vis ou pour le trou central de la charnière ici. Il ne faut pas se planter en fait, et c'est pas si simple, ça prend du temps, c'est fastidieux. Avec un gabarit comme ça, ça fait le job, mais c'est quand même pas très pratique parce que le gabarit il est juste calé sur un bord comme ça, et c'est pas hyper stable. L'idéal, c'est quand même ça, et pour le prix que ça vaut, franchement, même si vous avez 4 charnières à mettre, je pense que c'est quand même intéressant parce que si vous vous plantez ici, vous perdez votre porte ou votre montant, c'est quand même dommage. Donc par contre, attention, la mèche à façonner qui est fournie avec le gabarit, elle est parfaitement adaptée, bien entendu. Mais vous devez en prendre soin, parce que celle-ci, par exemple, qui vient de l'autre gabarit, celui de Wolfcraft, elle passe pas dedans.
cette partie-là de l'arbre est plus grosse ici que là. Il se peut que ce soit la mèche à façonner de chez Wolfcraft qui ne soit pas standard, parce que là, je viens de tester avec celle-ci, qui est une mèche Fish de 35 mm, elle aussi, bien sûr. Et elle correspond parfaitement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Les mèches à façonner Parkside, par contre, elles passent pas. Donc acheter du Fish, de toute façon, le rapport qualité-prix est bien meilleur. Je vous ai réservé mon préféré pour la fin. Ça, c'est un outil qui, dans une autre marque, s'appelle un Kerf Maker, littéralement le faiseur d'entaille. Ici, il s'appelle Saw Seam Regulator, autrement dit, un régulateur de joint de scie. Ça ne va pas vous dire grand-chose, mais c'est pas grave, je vais vous expliquer. Donc c'est livré, évidemment, dans du carton qui contient du plastique, mais aussi dans une petite boîte en métal qui contient encore du plastique et surtout notre outil. Cet outil, il va nous servir à faire des assemblages à mi-bois comme ceci très précisément, ou encore à monter des étagères dans une armoire comme ceci, encore une fois sans jeu. Alors comment ça marche? Pour assembler mon bois comme ceci, il va falloir que je fasse une entaille dans ce bois, et ce bois, je vais le représenter ici, comme ça. Donc, pour faire une entaille dans ce bois, il va falloir que je le découpe pile à la cote de ce bois-ci. Donc, je vais faire une première entaille à la scie, et puis je vais en faire une autre, et puis ensuite, je vais découper à l'intérieur pour retirer toute la matière et pouvoir assembler mes bois. Et donc ça, si je le représente sur cette face-là, ça veut dire que je vais avoir un bois qui va ressembler à ça. Je vais d'abord y faire une première entaille. Et cette entaille-là, elle fait la taille de ma scie. Et si je prends la mesure pour mesurer mon bois, il va falloir que je mesure la largeur du bois que je veux mettre dans l'entaille et que je supprime à cette cote la voie de ma scie, c'est-à-dire la largeur du trait de coupe. Et bien cet outil, il sert à ça justement. Grâce à lui, je vais pouvoir mesurer la cote de mon bois et retirer la voie de ma scie sans mesure, sans calcul. Et si on ne calcule pas et si on ne mesure pas, en général, c'est compliqué de se tromper. Allez, je vous montre comment ça marche. Bon, je vous montre ça à la combinée. Ça peut tout aussi bien se faire à la scie sous table et à la scie radiale. Je vais commencer par faire une petite coupe de propreté pour m'assurer que le bord ici soit bien perpendiculaire. Voilà. Maintenant, je vais faire une entaille de ce côté-là. En fait, je vais enlever un coin ici. Je vais vous expliquer après pourquoi. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Voilà. Maintenant, je remets mes deux morceaux ensemble. Ce gabarit, puisque c'est un gabarit, regardez bien comment il est fait. Il y a 3 pièces qui coulissent les unes dans les autres. Et j'ai 2 molettes pour pouvoir les bloquer les unes par rapport aux autres. Cette première molette, si je la défais, elle va me permettre de faire bouger la pièce rouge par rapport à la pièce blanche. Et ici, je vais pouvoir bouger la pièce blanche et la rouge qui va avec par rapport à la grise. Donc pour l'instant, je m'assure que la pièce blanche est bien calée contre la grise et je libère la pièce rouge, comme ça. Le bois que j'ai découpé tout à l'heure, j'ai bien gardé le petit morceau, je le remets dedans, je le plaque, ce qui fait que ici, la distance entre ce morceau-là et ce morceau-là, c'est exactement la largeur de coupe de la lame de ma scie. C'est pour ça qu'avant de couper, je voulais qu'ici, on soit parfaitement d'équerre. Et je vais reporter cette cote sur mon gabarit. Je voudrais la reporter entre la partie grise et la partie rouge. Donc pour ça, c'est très simple. Je vais prendre mon gabarit et je vais le placer comme ceci. Je vais presser. La partie grise est en appui de ce côté-là. La partie rouge est en appui de ce côté-là. Et je vais verrouiller la position. Donc cette cote ici, elle correspond à la voie de ma lame. Maintenant que j'ai cette cote qui est réglée, ce réglage-là, j'y touche plus. Je vais toucher uniquement à celui-là. Donc je vais desserrer cette molette ici. Et ça va me permettre de déplacer ces 2 pièces par rapport à celle-ci. Et vous voyez l'espèce de pince qui ressemble à un pied à coulisse ici. Et bien grâce à ça, je vais prendre la cote de la largeur de ma pièce. Comme ceci. Donc je ne mesure pas, hein. Je me mets dedans, je ferme.
je serre et je visse. Donc la cote qui est là, ça correspond à la largeur de ma pièce. Oui, mais voilà, ici, j'ai la même cote, moins la quantité de bois que va enlever la lame. Pourquoi? Parce que regardez bien, si je redesserre ici, et que je me colle ici, j'ai 0, ici j'ai une cote négative, si on considère que le nul c'est là, ici donc on est négatif, et ici j'ai la quantité de matière que ma lame a enlevée tout à l'heure. Si je me mets à 0 ici, je retrouve ici la largeur de ma lame, et si je me déplace encore plus, je retrouve ici une distance qui correspondra à la largeur de cette pièce, et ici, à la même distance, moins la largeur de la lame. Donc je vais reprendre la cote. Maintenant, mon gabarit est réglé. Je suis à peu près persuadé que vous n'avez pas encore compris comment il fonctionne. Alors vous inquiétez pas, je vais vous montrer et vous allez comprendre tout seul. Donc comme je le disais tout à l'heure, on va emboîter une pièce de bois dans l'autre. Le bois que j'ai mesuré, c'est celui-ci. Donc l'entaille que je veux faire de cette cote-là, je vais la faire sur ce bois-là. Donc celui-là, pour l'instant, je le mets de côté. Je vais découper l'entaille dans ce morceau de bois. Ce morceau de bois, c'est une chute. Donc je vais d'abord faire une coupe propre ici pour pouvoir faire des mesures correctes tout à l'heure. Et notez que j'ai supprimé la cape ici de ma scie. C'est exceptionnel, c'est juste parce que justement, je vais faire une entaille et que je ne vais pas tronçonner le bout de bois. Donc il faut que la lame puisse descendre et le bois puisse rentrer. Donc la cape, bien sûr, elle gêne. Donc je vais commencer par mettre un bout de propre ici. Maintenant, je vais régler la hauteur de ma lame pour faire l'entaille. On va dire comme ça. Très bien. Et je vais placer mon bois à l'endroit où je veux le côté de mon entaille. Donc par exemple ici. Et au lieu de mettre mon bois en appui comme ceci, comme je le fais d'habitude, ici vous avez une pièce de métal qui vous permet de caler le bois et de découper le bois toujours aux mêmes dimensions. Et bien cette fois-ci, je vais reculer ça. Je vais utiliser mon gabarit et je vais le placer entre mon bois et le petit bout de métal qui sert de cale, comme ça. Et je vais faire ma première découpe. Donc ma lame qui est ici, elle a fait cette entaille-là. Il va falloir maintenant que je déplace ma lame d'une distance qui correspond non pas à la largeur de la rainure que je veux, c'est-à-dire à cette cote-là, mais à cette cote-là. Donc la largeur de la rainure moins le trait de coupe. Donc j'ai fait ma première découpe comme ceci. Rappelez-vous, ici j'ai la cote de la largeur de ma rainure. Et ici, j'ai la cote de la largeur de la rainure moins la largeur de la coupe. C'est exactement ce que je veux. Donc je vais retourner mon gabarit. Et je vais déplacer mon bois comme ceci. Donc sans toucher à la cote qui est là, hein, bien entendu. Et je vais faire ma deuxième coupe. Et maintenant, l'extrémité extérieure des deux traits de coupe correspondent bien à la largeur de mon bois. Donc maintenant, j'ai plus qu'à enlever le bois qui se trouve au milieu ici. Donc là, j'ai plus besoin du gabarit pour ça. Voilà. Et là, normalement, ça devrait rentrer sans jeu. Impeccable. Et voilà, ça tient tout seul. Bien entendu, c'est pas collé, c'est juste qu'il n'y a pas de jeu. Grâce à cet outil, les assemblages comme ça sont très faciles. Les domaines d'utilisation de ce gabarit sont assez nombreux. Vous pouvez tout à fait imaginer que ceci, c'est par exemple le montant d'une bibliothèque et vous pouvez monter, en imaginant plutôt la pièce comme ceci, les étagères dans la bibliothèque. Vous pouvez aussi faire un assemblage à mi-bois comme je l'ai fait comme ceci, en faisant une entaille d'abord sur ce bois et puis sur celui-là. Ensuite, si pour votre assemblage comme ceci, vous avez des bois de différentes tailles, ça va très vite parce que vous prenez la première mesure, vous faites les entailles grâce à la mesure ici. Ensuite, vous prenez votre deuxième bois, vous prenez votre deuxième mesure et vous faites votre deuxième entaille ici. Cette partie-là, vous ne la toucherez plus tant que vous n'aurez pas changé votre scie parce que la voie, c'est toujours la même en fait. La seule cote qui change, c'est celle de votre bois.
Donc la première utilisation, vous avez 2 mesures à faire, c'est entre guillemets 2 fois plus long, mais ça prend 2 fois 2 minutes en fait, hein, quand on a compris le principe, donc ça va quand même très vite. Et donc ça, c'est super pratique, cet outil-là, il va se ranger dans le tiroir de mon établi où j'ai mes équerres, mes instruments de mesure, parce que c'est un instrument de mesure, même si on ne mesure pas. C'est même un des plus précis que j'ai en fait, hein, parce que là, les assemblages comme ça, c'est rare que j'y arrive aussi facilement. Alors on peut aussi utiliser le gabarit avec une scie radiale par exemple. Il suffit de mettre une cale en place par exemple ici. Ensuite, vous placez votre gabarit pour faire votre première découpe comme ceci. Et ensuite, vous retournez le gabarit pour faire l'autre découpe comme ceci. Et si, comme pour moi, vous avez très peu de débattement ici, parce que le guide de scie ici n'est pas très large, ce n'est pas un problème. Vous pouvez très bien placer une cale de bois comme ceci, par exemple. Donc cette fois-ci, je mets le serre-joint de l'autre côté. Et là, donc votre cale, vous pouvez la reculer maintenant. Vous pouvez la mettre, par exemple, ici. Et vous pourrez utiliser ensuite votre gabarit et faire votre découpe. Donc une fois que vous avez fait votre première découpe comme ça, vous retournez votre gabarit et vous faites l'autre découpe comme ça. Et si dans votre stock, vous avez une bague comme celle-ci qui correspond au diamètre du guide parallèle de votre défonceuse, vous pouvez aussi utiliser ce gabarit avec une défonceuse. Alors je vous montre. D'abord, vous desserrez une des tiges du guide parallèle et vous fixez la bague dessus, comme ça. Hop. Vous réglez le jeu ici au diamètre de la fraise que vous allez monter sur la défonceuse. Et ensuite, vous allez positionner votre défonceuse à l'endroit où vous voulez faire votre rainure. Et vous allez verrouiller le guide parallèle en position. Vous réglez le gabarit à la largeur de la rainure que vous voulez. Et vous pouvez l'utiliser ici, par exemple, pour placer votre bague. Vous faites une première passe. Ensuite, vous utilisez le gabarit dans l'autre sens pour pouvoir déplacer votre défonceuse. Donc comme ceci. De l'autre côté de la rainure. Vous faites la deuxième passe. Et ensuite, vous avez juste à vous décaler du diamètre de votre fraise pour faire les passes intermédiaires et finir de creuser l'intérieur de la rainure. Et avec cette méthode, encore une fois, vous retrouverez exactement cette cote ici. Donc ce gabarit, si on l'accessoirise un petit peu, vraiment, il peut servir dans plein de situations. Et voilà, cette petite présentation se termine. J'espère que vous avez pu découvrir quelques outils que vous ne connaissiez pas. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cet assortiment d'outils, si vous les trouvez intéressants, si vous les trouvez utiles ou si pour vous ce sont des gadgets. Et puisque vous êtes dans les commentaires, profitez-en pour vous abonner, le bouton est juste à côté. Personnellement, j'ai eu un vrai coup de cœur pour celui-ci, c'est mon préféré. Il n'est pas forcément facile de comprendre comment il fonctionne au départ, mais il devient très efficace une fois qu'on a compris comment s'en servir. L'intérêt premier de cette vidéo, c'est que ça vous permet de découvrir ces outils et de comprendre aussi comment les régler et les utiliser. Et en parlant de découverte, cet outil-là qui permet de démonter les roulements de fraises, c'est une découverte pour moi. Je ne le connaissais pas du tout. Je suis tombé dessus quand j'ai fait ma petite sélection sur le site de banggood.fr pour faire cette vidéo. Et franchement, je suis bien content d'être tombé dessus parce qu'il fait partie des outils très pratiques dont on se demande comment on faisait avant d'en avoir un. Pour moi, il est indispensable maintenant. Quant à la petite équerre qui permet de percer au centre d'une pièce, elle me semble moins indispensable parce que j'en aurais en fait rarement besoin, je pense. Mais je sais qu'elle me sera bien utile dans ces situations. Ça reste un outil bien pratique. Le gabarit pour charnière, il est très bien fait. Comparé au gabarit de Wolfcraft, il est drôlement mieux. Le gabarit est maintenu sur le bois à percer sans problème. Le résultat, il est nickel sans effort et sans devoir être trop rigoureux parce que le gabarit est très simple à bien positionner. Pour moi, c'est un gabarit parfait pour un amateur. Quant à la scie à chantourner, elle est légère et plus rigide, plus facile à régler et plus facile à utiliser que ma scie précédente. Je sais que mon ancienne scie va finir dans le tiroir d'un copain parce que sa remplaçante est déjà là. Voilà, c'était très intéressant de tester ces outils et globalement j'en suis plutôt content. Rappelez-vous, les liens vers ces outils sont dans la description de la vidéo, donc profitez-en.
C'est tout pour cette fois. Alors pour ceux qui auraient raté l'information, il est désormais possible de soutenir la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Ça a des avantages. Ça vous permet entre autres de visionner des vidéos qui ne sont pas encore sorties et d'accéder au plan de mon établi. Je vous affiche la playlist qui le concerne ici. En attendant de vous retrouver ici, je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à très bientôt dans le garage. Bisous!